C'est parti pour une demi-heure de débrief dans Smart Tech. Aujourd'hui, autour de la table, 3 femmes. Je suis ravie. Marie-Christine Leveb, bonjour. Bonjour Delphine. Je rappelle que vous êtes la fondatrice d'Edu Capital. À côté de vous, Mikim Chikli. Bonjour Mikim. Conseillère en stratégie Tech et Data pour des dirigeants des conseils d'administration. Et Angélique Gérard. Bonjour Angélique. Bonjour Delphine. Angélique, présidente de STEM Academy, mais aussi de Women in STEM. Alors justement, on va parler de cette journée des droits de la femme, mais pas seulement, on va aussi s'intéresser à cette possible interdiction des réseaux sociaux aux mineurs, enfin on verra mineurs, ce qu'on appelle mineurs, et puis aussi des remous autour des nouvelles conditions générales d'utilisation de Mozilla Firefox. Mais donc on commence avec la tech, l'intelligence artificielle et les femmes. Et pour lancer la discussion, nous sommes connectés avec Tema Seman. Bonjour Tema, j'espère que vous nous entendez bien. Je vous entends très bien. Bonjour. Parfait. Vous êtes avocate au barreau de Paris, de Bruxelles. Vous êtes aussi la cofondatrice et présidente du réseau WIL, Women in Leadership, donc réseau européen qui rassemble des femmes dirigeantes issues de l'entreprise, mais pas seulement, du milieu universitaire, des pouvoirs publics. Première question peut-être déjà, à quoi sert ce type de réseau? Qu'est-ce qui s'y passe très concrètement? Il s'y passe plein de choses. La première chose, c'est une espèce d'espace de respiration pour les femmes en position de leadership pour partager leurs sujets, mais aussi de solidarité. Le réseau, c'est le moyen d'identifier les gens avec qui vous allez travailler plus tard, les opportunités, la compréhension du monde. Et les hommes le font très bien, et c'était bien aussi que les femmes le fassent. Alors on n'exclut pas les hommes, bien sûr, mais ça permet de travailler au fait qu'on ait une plateforme de rencontre, d'intelligence, d'échange et de solidarité. C'est un autre objectif, et c'est d'autant plus important dans le numérique, qui est de projeter à l'extérieur des images de femmes dans la réussite qui donnent envie aux femmes plus jeunes ou moins seniors pour montrer que c'est possible et que ça ne nous empêche pas de garder notre bonne humeur. Et alors, le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, c'est un jour important aussi pour vous ? Alors, si je peux me permettre d'être pas totalement politique correcte, la réponse est non, parce que pour nous, la journée de la femme, c'est tous les jours. Donc, ça donne l'opportunité à un certain nombre de gens de se préoccuper du sujet, donc c'est pas une mauvaise chose. Mais on ne peut pas traiter en une seule journée tous les sujets qui sont des sujets de société, de la problématique de la parité, de l'égalité, de la place des femmes dans la société en général, dans le monde du numérique. On a beaucoup travaillé sur la question des femmes dans le numérique et des femmes dans l'IA notamment, à nouveau, parce qu'on ne peut pas avoir la moitié de l'humanité qui soit exclue de la révolution en cours, dans sa conception et dans son utilisation. Donc le 8 mars, c'est tous les jours pour nous en fait. C'est la même question autour de la table. C'est important le 8 mars, c'est un jour important pour vous qui êtes des femmes dans la tech. Vous vous dites, voilà, c'est un jour de mise en lumière un peu particulier. Moi, j'aime beaucoup cette journée parce que ça permet justement de faire le point sur toutes les avancées considérable de ces dernières décennies, et en même temps ça pose aussi le cadre sur tous les défis qui restent à relever, et ces défis ils sont quand même assez nombreux encore aujourd'hui en termes d'égalité, de diversité. Donc si on prend les différentes politiques qu'on a eues ces dernières années, on peut dire qu'effectivement il s'est passé beaucoup de choses avec l'imposition en France notamment, parce que effectivement il y a ces quotas qui ont été imposés qui permettent aux femmes de participer davantage au monde économique et aux prises de décision. Donc je pense notamment dans nos groupes, je pense également dans les comités exécutifs, dans les conseils d'administration Copé-Zimmermann. La réalité aujourd'hui, c'est que tout ça c'est super, mais qu'on ne prend pas le problème à la source non plus. Et donc on a un problème d'éducation, de sensibilisation. Personne n'a envie d'être une femme quota. Et donc la question qu'on devrait se poser, c'est comment on fait pour construire les talents féminins qui vont permettre de remplir des rôles et de participer à la vie de notre société. Donc nous, c'est notre mission chez Women in STEM, justement de sensibiliser, d'éduquer, d'ouvrir le champ des possibles à des jeunes filles, à des jeunes femmes, leur montrer qu'il y a des métiers passionnants à faire. Et donc pour ça, on a 4 actions cette année. Donc notamment la création d'un média intergénérationnel avec des rôles modèles. Donc on
ne voit pas suffisamment de femmes dans la tech et dans les sciences. Elles sont invisibles, donc c'est de les mettre en lumière, de les faire témoigner, parfois de faire du mentorat. C'est aussi de former les femmes à l'IAGEN, parce que déjà on ne participe pas au développement. La collecte d'infos est insuffisante nous concernant, et en plus, on a tendance à pas se former en fait sur l'IAGEN. Donc c'est un vrai sujet. Et puis on a un Tour de France qui est organisé cette année dans toutes les grandes agglomérations pour justement évangéliser, donc avec les entreprises partenaires, les institutions, les universités, les écoles. Donc beaucoup de choses qui vont bouger, j'espère, en faveur justement d'une meilleure inclusion des femmes et de façon durable dans les filières technologiques et scientifiques. Même question pour vous. Alors moi je pense que je suis d'accord, tous les jours devraient être la journée de la femme, mais bon, comme on est dans Smart Tech, je pense que c'est bien d'avoir une journée pour surtout tirer la sonnette d'alarme. Parce que moi je suis assez pessimiste, je trouve, que dans la tech, quand on regarde, moi ça fait près de 25 ans que je suis dans la tech, et rien n'a avancé, on a même plutôt reculé. Le pourcentage de femmes dans la tech n'a pas avancé. Le pourcentage de femmes dans les écoles d'ingénieurs, on est toujours à 28%, alors que finalement la tech rentre de plus en plus dans tous les secteurs. À Polytechnique, qui est quand même le fleuron de la tech, on a vu que là, cette année, on a 16% de filles dans la promo de Polytechnique. Voilà, on ne fait que reculer, donc il y a une énorme sonnette d'alarme à tirer. Il faut changer les choses. On ne peut pas rentrer dans un monde de l'IA où finalement on va avoir des IA qui vont être entraînées par 50% de la population et utilisées par 100% de la population. Il va y avoir trop de biais. Il y a vraiment une sonnette d'alarme à tirer, et moi je pense qu'elle est de la responsabilité de tous, de l'école. Alors, moi c'est vraiment mon sujet, mais il y a des stats alarmantes. Quand les jeunes filles rentrent, les jeunes filles rentrent en CP, elles ont en maths, les petites filles, oui. Elles ont 4 points de plus en maths que les garçons. À la fin de l'école primaire, elles ont 30 points de moins que les garçons. Donc il y a une espèce de construction de stéréotypes dans la société où on ne pousse pas les filles à faire des maths. La réforme du bac, ça a été une catastrophe. Les filles se sont réfugiées dans des autres matières et ont abandonné les maths, alors que les filles sont toujours bonnes élèves. Il y a plus de filles qui ont des meilleures notes, qui sont au brevet. Il y a plus de filles qui ont le baccalauréat et qui ont des meilleures notes au bac. Mais par contre, il faut vraiment déconstruire les stéréotypes, et tout ce que vous faites, c'est super, parce qu'il faut montrer qu'on peut réussir dans la tech en étant une femme, que on n'a pas besoin d'être le geek à pizza pour réussir dans la tech. Il y a plein d'autres métiers, même que du développeur. Voilà, donc il y a une énorme action politique de tous, et des parents aussi. Je pense que les parents sont responsables quand on donne. Parce que les enfants, les bébés, ne sont absolument pas gérés dans les jouets. Un garçon peut très bien jouer avec une poupée, etc. Mais si à un moment donné on offre aux enfants, aux garçons, que des jeux de construction, et aux filles que des jeux pour faire des colliers en perles, à un moment donné, les stéréotypes se créent, et surtout les enfants sont dans un mimétisme. On imite les parents. Et donc, beaucoup de choses à faire, donc c'est bien qu'il y ait un 8 mars. Bon, Miki ? Alors, je ne vais pas répéter ce qui est dit. J'enfonce le clou en tirant un fil que vous avez, une porte que vous avez ouverte toutes les deux, sur les biais cognitifs. Et en fait, l'enjeu principal de ce qui se passe avec l'IA, c'est ça. C'est-à-dire que si on ne collecte pas les datas, ce que tu disais, qui sont des datas qui viennent complémenter et donner une vision globale de ce qui est un sujet, un projet, la société, on va avoir des biais. Et si on n'a pas, de l'autre côté de la chaîne, des personnes qui programment avec une mentalité et une vision différente, on va avoir un biais qui est très masculin. Et le point d'encouragement, pour avoir travaillé dans pas mal de boîtes de tech, c'est de dire aux femmes, et aux jeunes femmes notamment, il y a énormément de métiers qui ne sont pas techniques et qui sont liés à la tech. Parce qu'avec le no-code, finalement, aujourd'hui, il y a la possibilité d'avoir des idées et de développer des projets qui ne nécessitent pas forcément une expertise. Et donc, il y aurait une complémentarité qui pourrait s'opérer de façon beaucoup plus simple. Peut-être que le point d'entrée n'est pas si compliqué que ça, et qu'ensuite, on peut se former, on peut se mettre
apprécié. Enfin, quand nous 4, on en est des exemples, nous 5, pardon. Quand on commence à rentrer dans ce secteur, c'est extraordinaire. Parce que c'est tous les jours des bonnes nouvelles. Il y a tellement de champs des possibles. Enfin, vraiment, voilà. Oui, les jeunes filles, il faut qu'elles y aillent dans la tech. Ouais. C'est vraiment super. Théma, je voulais aussi vous interroger sur le sommet de l'IA. Parce que, bon, là, c'est notre sujet. On est en train de parler de ça, hein, des biais demain, des logiciels, des services qu'on va utiliser. Et donc, de ce développement de l'IA sans les femmes. Parce que vous avez organisé avec la Villa Numéris No AI Without Women. C'était dans le cadre du programme officiel vers le sommet sur l'IA. Ça y est, ce sommet a eu lieu à Paris. Qu'est-ce que vous en retenez ? Voilà, vous avez le sentiment qu'on a un peu avancé sur ce sujet ? Alors oui, on a avancé. Je ne sais pas si, parce que moi je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit sur les biais cognitifs. Je voudrais juste commenter sur le fait qu'on n'a jamais réussi à comprendre pourquoi ça bloque sur les parties conceptuelles. Il ne faut pas non plus dire aux filles qu'il faut qu'elles abordent le numérique par la partie non-tech. Il faut juste peut-être travailler au fait que la tech n'est pas inabordable. Elle est inabordable pour personne et notamment pas pour les filles. Et c'était l'objectif en fait de ce qu'on a fait. Donc on a fait un événement avec une grande partie des grands noms de l'IA à l'Élysée le 5 décembre. On a fait également une session avec d'autres femmes dans le cadre du Business Track de l'IA Summit le 12 février. L'objectif était un peu ce que j'ai entendu des intervenantes précédentes, qui est de projeter à l'extérieur des images de femmes épanouies dans la tech, dans l'IA et dans la diversité des métiers de l'IA. J'avais un de mes amis, des grands acteurs de l'IA, qui me disait c'est la fin des matheux et c'est l'arrivée du pouvoir des littéraires aussi, l'IA. Alors je nuancerai. Hein. Non, mais c'est vrai, on a besoin de littéraires, on a besoin de gens qui pensent à l'éthique, à la philosophie. Ouais. Absolument. Donc il y a plein d'opportunités et donc le sommet de l'IA a été, et merci à Anne Bouvreau de l'avoir fait d'ailleurs, de mettre des femmes au cœur. Moi, je crois beaucoup à la progression par l'exemplarité. Je pense que c'est assez partagé autour de la table. Donc, de montrer des carrières de femmes souriantes, épanouies dans le monde de l'IA, dans le monde de la tech, qui existent, qui sont passionnées, qui peuvent le raconter et qui créent des vocations. Donc le sommet de l'IA a permis de mettre quand même pas mal de femmes en valeur, avec une politique qui était une politique volontariste aussi. Hein. C'est toujours la problématique, c'est pas que dans le numérique, ce qui n'existe pas seulement que dans le numérique, d'avoir à aller demander aux femmes de venir intervenir, d'avoir une politique proactive pour montrer ce qu'elles savent faire, parce que le réflexe, c'est de faire émerger des garçons. Alors tant mieux pour eux, ils s'y prennent mieux que nous, mais c'est aussi important, d'abord c'est parce que c'était une femme qui était en charge qu'elle commençait à dire il faut absolument faire quelque chose et que en force de proposition on fait émerger des grands noms de femmes dans l'IA qui existent. Le deuxième sujet, c'est aussi le sujet de la discussion autour de comment est-ce qu'on fait pour se servir de la technologie pour corriger les biais qu'on voit dans le monde réel. L'IA n'est pas pire que le monde réel, il en est la représentation, mais c'est plus facile de corriger une machine et un algorithme que de corriger un cerveau humain. Donc profitons-en, et ça a été aussi une opportunité pendant le sommet de l'IA que de travailler à comment est-ce qu'on peut corriger l'algorithme de manière à ce qu'il fasse émerger une autre réalité que celle que l'on peut voir dans la vie réelle ou les réseaux sociaux, d'un monde très tourné vers les garçons où la tête est très masculine. Ouais, finalement, s'emparer de la technologie pour résoudre aussi ces problèmes de diversité et de mixité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ouvrir cette édition. Seman, je rappelle que vous êtes avocate et présidente du réseau WIL. Merci encore. Nous, on continue notre débrief en parlant de ce qui pourrait changer pas mal de choses. Est-ce qu'on se dirige en fait vers une interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs ? On a vu quelques signaux récemment. En Australie, le Parlement a approuvé une législation quand même très, très dure, hein, une interdiction totale des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans.
avec voilà, des amendes qui pourraient aller jusqu'à 50 millions de dollars australiens, ça fait un peu plus de 30 millions d'euros. Bon, on est encore dans le flou sur les modalités d'application de ce genre de mesures, mais on voit qu'il y a une vraie volonté politique en fait d'agir vis-à-vis de ce que provoquent les réseaux sociaux chez les jeunes, qu'on commence à comprendre, à mesurer cette pression sociale. Il parle de sources d'anxiété, le Premier ministre australien, d'un canal pour les escrocs, d'un outil pour les prédateurs en ligne. Voilà. Et donc, il a envie de faire sortir les jeunes dans la rue, sur les terrains de foot, plutôt que de les laisser devant leurs écrans sur les réseaux sociaux. Il y a des exemples en Floride, en Espagne. En France, la secrétaire d'État au numérique et à l'intelligence artificielle a dit qu'il n'y avait pas de tabou en fait sur ce sujet. Elle ne s'est pas vraiment prononcée, mais elle a ouvert la porte à des discussions sur une possible limitation, interdiction des réseaux sociaux pour les jeunes en France. L'âge et la minorité, c'est jusqu'à 15 ans. Hein. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette idée, Marie-Christine? Moi, je pense que c'est la deuxième sonnette d'alarme de l'émission. Je pense que honnêtement, il faut faire quelque chose. On est arrivé à un point où les jeunes passent trop de temps sur les réseaux sociaux et où ces réseaux sociaux ont failli. Je trouve qu'il y a eu un peu une faillite des réseaux sociaux dans la régulation, c'est allé un peu trop loin. Et je ne sais pas s'il faut interdire, mais en tout cas, je pense qu'il faut réguler. Il faut peut-être avoir à un moment donné des... Il y a déjà aujourd'hui, on a imposé cette majorité numérique, c'est-à-dire que les parents doivent donner leur accord. Alors bon, c'est oui, pas encore en mais application peut-être avoir non plus, aussi des temps d'arrêt au bout d'un certain temps d'utilisation, parce que c'est vrai que quand on passe aujourd'hui 3 heures, 4 heures par jour, on arrive à du temps d'écran qui est trop long, et on peut faire des choses utiles sur les écrans. C'est surtout ça, c'est qu'à un moment donné, il ne faut pas jeter l'eau avec du bain, c'est pas l'écran, oui. C'est ce qu'on y fait. Donc moi, je pense qu'à un moment donné, il va falloir mettre un peu des règles, et c'est notre responsabilité à tous, de parents, des enseignants, etc., pour ne pas condamner le numérique, mais mettre des règles. Et mais c'est vrai que ça veut dire qu'on décide ce qui est bien ou pas bien sur l'écran. Et moi, j'ai toujours été... Quel type de plateforme sociale on accepte ou pas? J'ai toujours été la chante de la liberté. Je me rappelle au début d'Internet, quand il y avait le piratage, je l'avais toujours dit, attention, ne freinons pas. Si on met des offres de qualité en face, les gens iront. Et c'est vraiment le cas. Spotify a été mis en place, les plateformes des VOD ont été mises en place, et ça a marché. Là, c'est très différent. On a des jeunes qui sont inquiets. Il y a même en parlant de l'image de la femme sur les réseaux sociaux, c'est terrible. Il y a des jeunes filles qui vont dans des logiques d'anorexie, il y a du harcèlement, etc. Donc, et surtout, on a des réseaux sociaux qui sont de plus en plus dangereux. Parce que le Maya d'Elon Musk, etc., on ne sait pas jusqu'où ça peut aller en termes de non-régulation. Oui. Donc, si ces géants ne savent pas le faire, eh ben, à un moment donné, il faut pouvoir mettre des règles. Moi, là-dessus, j'ai vraiment une opinion qui consiste à dire qu'il faut faire quelque chose, parce qu'on peut faire des choses très bien sur le numérique, et là, on arrive finalement à avoir un recul en disant que le numérique ne va pas, le numérique est mauvais pour les enfants. On revient en arrière alors que c'est juste le réseau social qui est le danger. Et pour l'instant, on n'arrive pas à faire pression suffisamment visiblement sur ces réseaux sociaux pour que certaines règles soient respectées. On n'arrive pas, et on n'arrivera jamais. Ils auront trop de... moi, je suis assez d'accord avec toi, avec ce qui vient d'être dit. Je suis aussi très libérale, et pour moi, plutôt que d'avoir une approche seulement interdire, c'est une approche de permettre. Et pourquoi on n'aurait pas un permis ? Comme on a un permis de conduire. C'est-à-dire que, de prime abord, si on se remet quelques années en arrière, c'était pas si évident que ça de conduire une voiture, et donc on a passé son permis. Donc c'est pas si évident que ça, finalement, de savoir ce qui est bien, ce qui est pas bien. Bien sûr, il y a une partie beaucoup plus morale, éducationnelle, forte derrière ça. Mais finalement, d'avoir son permis, ça autoriserait, au lieu d'interdire, donc on n'est plus dans une posture finalement de révolte, surtout quand on a cet âge-là, parce qu'on va aller contre l'autorité, mais ça autoriserait à dire, tiens, ça c'est OK et ça c'est pas OK. Et comment je pose mes limites? Elles sont où ces limites? Et ça devrait être dans l'école. Ça devrait être à la base dans l'école. On devrait ça permettrait de faire passer l'éducation au numérique. Exactement. Et on devrait aussi peut-être... Mais alors, à quel âge on pourra passer son permis, Mickey? Alors, ça, moi, je ne suis pas législatrice, donc il faudra demander aux personnes qui légifèrent. Mais 15 ans, c'est déjà un âge où on est bien responsable. Oui. Et on comprend, on a une intelligence qui est suffisamment développée, émotionnellement, intellectuellement, technologiquement.
le fameux IT, l'intelligence technologique. Donc peut-être que c'est ça, c'est pas simplement de faire mais c'est de faire, pas faire ou, pardon, mais et. Donc d'être inclusif. Ok, bonne idée. Pourquoi pas, Angélique? Une libérale de plus, donc je suis assez d'accord avec ce qui a été évoqué, et je pense que comme l'interdiction en fait du tabac ou de l'alcool, on pourrait effectivement penser qu'il y a une maturité pour les réseaux sociaux, donc ça revient à l'idée du permis. Donc à partir de quel âge effectivement on est assez mature pour appréhender tout ce qui nous est proposé. Moi je suis pas pour non plus l'interdiction, ce serait priver en fait cette génération d'un outil quand même majeur pour échanger, s'informer, créer. C'est quand même la génération de demain, donc ils sont nés avec l'outil numérique. Moi, il s'avère que je suis maman également, donc avec des enfants qui sont pile dans cette cible, qui n'ont pas accès aux réseaux sociaux, donc ça crée des débats chez moi importants, notamment parce que moi j'en suis addict. Donc, et je pense que si on venait à réguler de façon intelligente, avec un mode jeune, avec des contenus adaptés et avec une limitation de l'écran, ce serait quand même plus positif, parce qu'effectivement les conséquences, elles sont quand même assez graves aujourd'hui, entre les dépressions, les troubles anxieux. Il faudrait faire porter la responsabilité aux parents, parce que il y a les parents. Sinon ça fonctionne pas. Ah mais totalement. Mais enfin nous c'est ce qu'on fait en tant que parents, et on assume ça, et c'est voilà, ça crée des débats à la maison, mais tant mieux. Ça aussi c'est plutôt intéressant. Mais quand je vois toutes ces jeunes filles et ces jeunes garçons qui ont des stéréotypes aujourd'hui de beauté, et qui toute la journée se prennent en photo avec des filtres, et qui une fois devant leur miroir le matin ne se reconnaissent pas et vont jusqu'au suicide parce qu'ils ne s'acceptent pas, ça pose des problèmes d'estime de soi importants. Oui, c'est urgent de faire quelque chose, mais l'interdire, c'est pas la solution. Mais enfin, ça veut dire aussi, si on rentre dans la technique un peu, ça veut dire qu'il faut imposer aux plateformes sociales des vérifications de l'âge. C'est quand même une grosse machine à mettre en place. Il ne suffit pas de le décréter du jour au lendemain. C'est une grosse machine, mais je pense qu'on ne peut pas juste donner aux parents, parce qu'on va créer une trop grosse fracture, fracture numérique, fracture sociale et fracture numérique qui existe déjà. Et on va l'agrandir entre les parents qui pourront aider les enfants et ceux qui finalement sont trop occupés, trop fatigués, etc., ou qui ne pourront pas. Donc il faut imposer des règles aux géants GAFAM. Tout est faisable techniquement, honnêtement. Tout est faisable. On peut interdire le scroll infini, par exemple. On peut mettre des limitations de temps. On sait bien que tout sera contourné. Voilà. Mais par contre, au moins, il y aura quelques règles sur l'âge, quelques règles sur le temps. Mais sur les parents, par exemple, le fait que les parents partagent des contenus sur leurs jeunes enfants et tout ça. Aujourd'hui, on les éveille, on leur dit attention, c'est pas bien, c'est dangereux. Ça peut être utilisé par des réseaux demain de pédocriminalité. Est-ce qu'une interdiction, là, pour le coup, serait pas plus efficace? Alors, on va rentrer dans le modèle chinois. C'est ça. Donc, tout le monde dit c'est super, regardez ce qu'ont fait les Chinois. Ils interdisent l'accès à telle plateforme, et ils coupent et ils limitent dans le temps. Mais elle est où la liberté? Non, là, je disais d'interdire aux parents de partager des contenus sur leurs enfants. Ils sont adultes sur le pardon, excuse-moi. Bien sûr. On parle des enfants, mais il y a l'éducation des parents. Ils sont adultes, ils sont responsables. Oui. Bon. On garde un petit peu de temps pour notre troisième sujet, c'est les changements de conditions générales d'utilisation de Mozilla Firefox, alors qui interviennent après le rachat d'une entreprise dans la publicité anonyme. Et quand je dis que ça fait pas mal de remous, oui, ça fait même bondir tous les défenseurs jusqu'ici de Firefox comme étant le navigateur qui protégeait leurs données privées. En fait, le problème vient de quoi? D'une clause qui mentionne une licence mondiale non exclusive excluant toute redevance pour l'utilisation des informations donc des utilisateurs afin de les aider à naviguer, utiliser, interagir avec du contenu en ligne dans le cadre de leur utilisation du navigateur. Pourquoi ça a fait bondir et on en est où sur cette affaire? Est-ce que ça veut dire qu'on est moins protégé sur Firefox aujourd'hui, Mikim? Alors, on fait juste un tout petit pas en arrière. À l'origine, on avait les fameux cookies tiers qui traquent les utilisateurs sur les sites web. Puis, je passe les détails, on décrète, en tout cas en Europe, que les cookies tiers ne sont possibles que si les internautes donnent leur consentement. Okay, ça, c'est sur Chrome. Deux navigateurs précurseurs, Safari et Firefox, eux, décident de couper les cookies tiers de leur plein gré. Donc on se dit, c'est super.
Parce que là, on a Modèle deux vertueux. plateformes vertueuses. Enfin, c'est pas des plateformes, pardon, hein, c'est des navigateurs. Navigateurs. C'est ce qui permet d'aller sur le web, c'est ce qui permet aux utilisateurs d'accéder aux sites web. Donc, ce que fait Firefox là, indépendamment en fait qui rachète une entreprise dans le domaine de la publicité, qui est plus dans la mesure de la publicité, ce qu'ils font, c'est qu'ils changent les modalités de tracking. Ils autorisent toujours pas le tracking site à site, la personne qui va sur ce site, mais ils stockent ces données de navigation dans le navigateur Firefox. Donc, il y a un peu, ou c'est un peu moins traqué, mais il y a toujours l'information. Et là où c'est lié à Anonyme, c'est qu'à ce moment-là, dans le navigateur, on a accès à ces informations. Et donc, il y a des outils qui existent, qui donnent des statistiques qui permettent un meilleur ciblage de la publicité. Mais donc sur des cohortes en fait d'internautes et non pas sur des individus. Oui, alors derrière, ils peuvent mettre des cohortes, ils peuvent mettre tout un tas de trucs. À partir du moment où on a l'information server-side, on a quand même beaucoup d'informations. Donc, c'est moins pire. Mais on a quand même des informations. Donc ça va aider aussi à un autre aspect, c'est-à-dire que oui, là, c'est pour la liberté de choix des internautes, ça sera toujours le cas. Hein, on pourra toujours choisir, accepter ou refuser, normalement, sauf aux États-Unis, ça n'existe pas. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est-à-dire qu'on regarde les deux aspects de la pièce, c'est que ça permet aussi de financer une certaine liberté d'expression, financé par la publicité. C'est toujours le modèle et ce que ressassent les gens qui travaillent dans le marketing et la publicité. C'est une façon de donner accès à des contenus gratuits et donc de donner des informations qui sont C'est un mode de financement pertinentes. des producteurs de contenu. C'est un mode de financement des producteurs de contenu. C'est un mode de financement aussi, quelque part, d'une certaine liberté, finalement, de publier des contenus. Mais on connaît toutes les dérives, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Voilà, donc oui, ça grince des dents, parce que historiquement, Firefox, il faut le rappeler, 3% de part de marché à peu près, hein, et Safari avait fait cette démarche précurseur, mais ils n'ont pas les mêmes enjeux publicitaires que Chrome sur le propriétaire de Google qui est propriétaire de Chrome, enfin Alphabet qui est propriétaire de Chrome. Donc on n'est pas sur les mêmes ordres de grandeur. Mais donc pour vous, c'est un recul quand même sur la protection de la vie privée ? Alors, là où il y a Je vous interroge parce que vous êtes une spécialiste de ces sujets. Là où il y a vraiment débat, c'est de changer des conditions générales sans les faire approuver. C'est-à-dire que là où ça s'est révolté, c'est quand vous faisiez la mise à jour de Firefox, automatiquement, vos données allaient se stocker dans le navigateur. Alors ensuite, quand même, Mozilla a assuré que cette licence ne sera pas utilisée à des fins publicitaires, mais uniquement pour améliorer l'expérience de navigation. Alors, ça sera utilisé à des fins de mesure. Ouais. Donc, c'est subtil comme différence. Donc la mesure Anonyme, si vous regardez ce que fait cette société, elle vend des outils de mesure, d'analyse, d'efficacité des contenus, quels qu'ils soient. Dans un contenu, il peut y avoir un contenu publicitaire. Vous utilisez Firefox ? Oui, moi je n'utilise que Firefox. C'est bien. Donc je dois être un petit peu geek aussi, on s'en parlait juste avant. Des 3%. Voilà, je fais partie des 3%. Ce qui est intéressant, c'est que la communauté en fait est débattue du sujet sur l'impact réel de la protection des données personnelles avec l'introduction de ces nouvelles technologies. Ça, je trouve que c'est super positif. C'est bien parce que aujourd'hui, ça démontre qu'on peut plus tout faire, que c'est visible et que des gens en fait prennent le sujet et essayent de comprendre. Donc ça, je trouve ça top. Et après, je trouve que Mozilla a été quand même un petit peu à l'écoute parce qu'effectivement, ils ont modifié des petites choses. Est-ce qu'on est encore à l'attendu ou pas ? Je suis pas personnellement en mesure de le dire, mais je trouve qu'ils sont quand même à l'écoute des utilisateurs à date. Merci beaucoup à toutes les trois. C'était Smart Tech avec ce débrief, pas spécial femmes, mais quand même, qui mettait quelques femmes de la tech importantes à l'honneur. Merci à tous de nous suivre sur la chaîne Be Smart for Change. À très bientôt.